coupable de meurtre pour l'assassinat prémédité du petit James Bulger, qui avait 2 ans. Un acte d'une inqualifiable barbarie, a dit le juge, qui les a condamnés à la détention illimitée. C'est la première fois en un demi-siècle là-bas que les enfants sont condamnés pour meurtre. La première fois depuis 1748 qu'ils sont aussi jeunes. Le compte-rendu de Céline Galipeau. Elle avait refusé d'assister au procès pour ne pas avoir à entendre les détails insoutenables de la mort de son fils. Mais Denise Bulger, enceinte de 8 mois, ainsi que son mari, ont tenu à être présents pour le verdict. Après seulement 5h30 de délibération, le jury a donc estimé qu'il ne s'agissait pas d'un jeu qui aurait mal tourné et que les 2 garçons avaient délibérément choisi de tuer l'enfant de 2 ans. La preuve était accablante. D'abord, ces images prises par la caméra de surveillance d'un centre commercial qui ont bouleversé toute la Grande-Bretagne, montrant le petit James entraîné par les 2 garçons pour une longue marche vers la mort. 38 témoins les ont vus traîner et brutaliser l'enfant sur plusieurs kilomètres. Et selon l'autopsie, leur acharnement contre James, à coups de briques et de barres de fer, a duré près de 2 heures le long de cette voie ferrée. Les 2 garçons avaient des personnalités tout à fait différentes, a dit le responsable de l'enquête, mais ensemble, ils ont accompli quelque chose de diabolique. L'enfant A, Robert Thompson, le meneur, et B, John Venables, le plus faible, venaient de milieux défavorisés et de familles éclatées. En entendant le verdict, John a fondu en larmes, ses parents à côté de lui aussi. Robert, lui, était pâle, mais n'a pas bronché. Il fixait le juge, impassible. Ses parents n'étaient pas là. Tous 2 seront envoyés jusqu'à leur majorité dans une institution spécialisée comme celle-ci, où la sécurité est aussi stricte qu'en prison, mais qui est adaptée à des enfants. De son côté, la famille du petit James a quitté la cour, calme et résignée. Le juge a qualifié la conduite des 2 garçons de barbare et il leur a dit qu'ils demeuraient en détention pour de très nombreuses années jusqu'à ce qu'ils ne représentent plus de danger pour la société. Le procès est donc clos. On ne saura sans doute jamais toutefois ce qui a bien pu se passer dans la tête des 2 petits garçons de 10 ans pour qu'ils agissent avec une telle sauvagerie contre un bébé de 2 ans. Ici Céline Galipeau, à Londres. Tantôt, on parlait de suppression de postes, de mise à pied. Et bien, voici un autre exemple tout aussi dramatique du gouffre dans lequel on se trouve. C'est la pauvreté chez les enfants. Cette pauvreté qui a augmenté de 30 % au pays en 2 ans, de 89 à 91. En tout, 1 200 000 enfants sont pauvres. Guy Gendron décrit le phénomène. Voici le nouveau visage de la pauvreté. 900 000 enfants comme lui ont dû compter l'an dernier sur une banque d'alimentation ou une soupe populaire pour se nourrir. C'est 200 000 de plus que l'année précédente. Pourtant, en 1989, le Parlement canadien adoptait une résolution promettant d'éliminer la pauvreté chez les enfants d'ici l'an 2000. 4 ans plus tard, le verdict est sévère. Nous semblons penser que le problème va s'en aller si nous l'ignorons. C'est loin d'être le cas, puisqu'il ne fait que s'amplifier. En fait, de 89 à 91, la dernière année où les chiffres sont disponibles, le nombre d'enfants vivant sous le seuil de la pauvreté est passé de 930 000 à 1 200 000, une augmentation de 30 %. Cela représente presque un enfant sur 5. Cela signifie qu'en moyenne, 370 enfants de plus par jour sont devenus pauvres au Canada entre 89 et 91. Cette augmentation de la pauvreté est bien sûr liée à la récession qu'a connue le Canada en 1991 et qui a augmenté les rangs de l'aide sociale et du chômage. Mais depuis, on assiste à une reprise qui se fait sans créer de nouveaux emplois, un phénomène totalement nouveau. Je pense qu'il faut se doter des moyens pour faire face à ce problème-là, puis commencer à regarder la nature du travail. Il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Et pendant ce temps, il semble qu'il n'y a pas non plus assez d'argent pour tout le monde, constatent les organismes de charité. En partant, c'est jamais facile, mais cette année est très difficile. S'entraide à peine à atteindre ses objectifs de levée de fonds pour répondre à une demande qui se multiplie d'année en année. Et c'était peut-être plus les personnes, les itinérants à l'époque. On a connu plus de femmes, de familles entières, puis là maintenant, c'est avec les enfants. Bien sûr, ces enfants ne seront pas les premiers, et si on en juge par les résultats des dernières années, ils sont aussi loin d'être les derniers. Guy Gendron, à Ottawa.
Une enquête de plusieurs mois à l'hôpital pour enfants malades de Toronto a permis d'identifier 6 nouveaux cas d'enfants qui ont contracté le virus du sida lors de transfusions sanguines au début des années 80. Ça en fait 30 qui ont été infectés dans cet hôpital-là et on pense qu'il pourrait y en avoir plus encore. Claude Gervais résume les faits. C'est la première fois au Canada qu'un hôpital pour enfants mène à terme un tel projet. Avant l'enquête qui porte sur la période allant de 1978 à 1985, l'hôpital avait déjà identifié 11 cas d'enfants devenus séropositifs. And we had identified prior to the study 11 cases. So that means we had 17 total. Le docteur King en a donc identifié 6 de plus, ce qui fait 17 sur les 1700 qui ont reçu de grandes quantités de sang lors de chirurgie cardiaque. Avant que les parents sachent qu'il y aurait une enquête, ils ne paraissaient pas comprendre les risques qu'ils faisaient courir à leurs enfants. More than 70% of those tested were motivated to have an HIV test after the news coverage. Quand les médias ont dévoilé au printemps qu'une enquête était en cours, les parents se sont rués sur les tests. Jackie, qui a été opérée à cœur ouvert il y a 7 ans, a passé le test cet été à son insu et heureusement, elle n'a rien. I know what they've been through up till now. We've been through it. Sa mère dit qu'elle a vécu l'enfer et qu'elle sait ce que doivent ressentir les parents qui ont eu de mauvaises nouvelles. L'hôpital poursuit ses tests auprès d'autres enfants et ceux qui soutiennent moralement ses parents veulent que tous les hôpitaux fassent de même. We want all hospitals to notify their patients. En tout, l'hôpital a trouvé 30 enfants séropositifs sur les 17 000 cas de transfusion du début des années 80. Ça fait dire aux autorités qu'au moins 6 ou 7 autres cas n'ont pas encore été diagnostiqués. Claude Gervais à Toronto. Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué une dizaine de perquisitions chez les motards aujourd'hui. Dans la région de Joliette, des motards associés au club Rowdy Crew, de même que dans la région de Saint-Jean, sur la rive sud, des membres des Jokers. 10 en tout ont été arrêtés. Ils seront accusés d'au moins 4 incendies criminels. Les policiers pensent que les motards pourraient aussi être mêlés à d'autres crimes. Des armes et de l'argent ont été saisis. À Halifax, en Nouvelle-Écosse, un procès fort coûteux a avorté aujourd'hui parce que les jurés se désistaient un à un. 7 mois et 3 millions plus tard, le juge a donc décidé d'annuler le procès. Les 10 accusés, sourire aux lèvres, ont appris qu'ils étaient libres sans avoir été acquittés. Ils étaient accusés à la suite de la saisie de 27 tonnes de hashish au Cap-Breton en 1991. Toronto, à Queen's Park, des centaines de fonctionnaires ont protesté contre la loi 48 sur le contrat social. Ils ont réclamé du gouvernement Ray la reprise des négociations et des augmentations de salaire. À un moment, la tension était tellement forte que des manifestants ont tenté de forcer les portes de la législature pour rencontrer le premier ministre. M. Ray était absent aujourd'hui. En Alberta, le premier ministre Ralph Klein a continué de prendre les grands moyens, comme on dit, pour éliminer son déficit d'ici 4 ans. D'ailleurs, c'est ce qu'il a promis. Aujourd'hui, il a annoncé une baisse de 5 % des salaires des employés de l'État. Donc, 100 000 travailleurs sont touchés, une économie de 300 millions. Maintenant, à Québec, le Conseil du Trésor a réussi à conclure des ententes avec 2 centrales syndicales, la FTQ et la CEQ, pour ouvrir des négociations sur la réorganisation du travail en vue de faire des économies. Gilles Morin nous dit ce que signifient ces ententes-là. Les temps ont bien changé. Il y a quelques années, quand les syndicats et le gouvernement signaient une entente, c'était généralement pour améliorer les conditions de travail des salariés. Cette fois-ci, la FTQ, la CEQ et le Conseil du Trésor signent un accord pour négocier des moyens d'économiser des millions en changeant les façons de travailler dans les écoles et les hôpitaux. Tout, mais absolument tout, est sur la table et peut faire l'objet, entre les parties, de négociations. Tout sera revu, à commencer par les avantages sociaux jusqu'à la sous-traitance, en passant par la sécurité d'emploi. Si on trouve des économies, elles seront partagées entre les salariés et le gouvernement à compter de 95 ou 96. Les employés seront gagnants comme l'ensemble de la collectivité. D'ici la fin de cet exercice, rien ne changera. Les salaires demeureront gelés durant 2 ans et des congés sans salaire seront imposés à compter du temps des fêtes. Un décret devrait être pris pour prévoir la façon, notamment entre Noël et le jour de l'an, de prendre des congés sans solde, certains d'entre eux. La CEQ et la FTQ savent bien qu'elles n'ont pas décroché la Lune.
Elle croit cependant qu'elles seront en meilleure position pour s'opposer aux réductions de personnel et de services qui s'en viennent dans l'ensemble du secteur public. Les coupures, là, c'est passé. Les gens ne cessent de le répéter. On est rendu à l'os, comme on dit. À propos de ces prochaines compressions, les ministres Marc-Yvan Côté et Daniel Johnson se sont quelque peu réconciliés. Le ministre Côté a expliqué pourquoi il s'était fixé un objectif de réduction de dépenses d'1 milliard de dollars dans le secteur de la santé. Étant entendu que 750 millions relevaient d'une commande précise des instances centrales et que 250 millions de dollars était une marge de manœuvre que vous laissent donner les régies et le ministère. Sans trop faire de bruit, le gouvernement impose sa ligne de conduite. Réduction des services, réduction du personnel et réduction des conditions de travail. Il y a beaucoup d'opposition, mais la voie semble difficile à infléchir. Gilles Morin, à Québec. C'est une grosse nouvelle. Jacques Proulx quitte la présidence de l'Union des producteurs agricoles après 12 ans. M. Proulx a surpris